Nous sommes le mercredi 11 mars et si le monde entier ne parle que de coronavirus, la saison de F1 reprend ce week-end en Australie pour notre plus grand bonheur. Et pendant une heure, on va faire une pause avec cette actualité un petit peu lourde pour parler F1 et 2020 dans la bonne humeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Pistonné, autour de moi sur ce plateau. La saison 2 de votre émission F1 préférée. C'est bien sûr tous les mercredis à midi, après chaque week-end de Grand Prix sur la First Team Sport, votre rendez-vous. Vous en avez pris maintenant l'habitude. On va leur dire bonjour d'ailleurs, notamment à ces pistonnés. Et commencer par l'inégalable, l'inévitable, Monsieur Brice Germain, le romantique bien sûr de ce plateau. Salut Brice. Comment ça va? Super. Passez un bon hiver, tous les trois? Ouais, bien. Ça va. Écoute, Manu, j'ai un petit cadeau pour toi. Ouais. La FIA nous a signalé ton absence à Barcelone. Elle nous a envoyé cette enveloppe présente, voilà, avec le signe de la Formula One. Et nous sommes heureux de te remettre ton badge d'accès. Ah, je suis bloqué. Oh là là. Merci. Oh, c'est superbe. Tu sais quoi, je vais le garder pour toute l'émission. Par contre, il sent le parfum de femme, je trouve. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce badge. Il sent la femme. Merci beaucoup, Brice Germain. Bien sûr que vous avez retrouvé du côté de Barcelone. Pierre-Olivier Valette aussi également. Bien sûr, notre ami qui ne peut plus se rendre ni à l'atelier Renault, ni à Barcelone sans prendre des selfies tous les 2 mètres. Comment ça va, mon Pierrot? Bah écoute, ça va très très bien. Un hiver où on est resté un petit peu en mode hibernation, puis là ça y est, les beaux jours vont revenir et la Formule 1 avec, et ça fait plaisir. La grande exaltation bien sûr pour le reste de cette année, et puis un petit nouveau qui va remplacer Hamza aujourd'hui, qui va nous accompagner tout au long de cette saison, c'est Alex Caldi bien sûr, journaliste notamment du côté de chez Canal+. Salut Alex. Salut, merci très heureux d'être dans les pistonnés aujourd'hui et d'être aussi là pour cette saison. Quel est ton piston d'ailleurs? Aucun. Je pense que voilà. Étonnant. Il y a un peu très étonnant. Pas sûr qu'il reste. La lampe de bois commence. Bienvenue chez Ferrari. Je vous dis, on a un budget cette année, et il vient d'une certaine personne. Exactement. Parce que je vous rappelle d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à nous écrire pour participer à cette émission, il faut payer son baquet, il faut payer sa chaise. C'est ce qu'a fait Alex Caldi grâce à un généreux donateur, son papa forcément. Merci beaucoup mon cher Alex. En tout cas, merci à toute votre famille. Allez, on va lancer les amis cette première émission de cette saison 2 des Pistonnés. Énorme preview à venir de cette année 2020. Mais avant cela, petit tour de table, comme le veut petit tour de table, bien sûr. Comme le veut la tradition. Je voulais avoir votre avis sur la saison 2. Vous savez, de cette série Netflix dont tous les nantis de F1 parlent, Drive to Survive. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Tiens, on commence avec toi, Pierre. Alors moi, c'est un contenu que j'apprécie particulièrement, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Il y a un seul mot qui ressort pour moi de cette saison 2, c'est forceur. Il y a des moments où ça a été peut-être un peu trop forcé, et il y a certains moments où l'histoire a été racontée mais qu'en superficie, et on aurait bien voulu aller voir peut-être un peu plus loin. Je pense notamment à l'épisode Ferrari ou à l'épisode Mercedes par exemple, où le thème est bien abordé, mais ça manque encore d'un petit truc, quoi. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié cette saison 2. Forceur comme l'épisode Ricardo Sainz peut-être aussi, non? Oui, en fait c'était une copie de l'épisode Sainz-Alonso qu'on avait eu l'année dernière, et c'est là qu'on a remarqué que Netflix avait repris exactement le même modèle de construction de ces épisodes. Le succès est quand même là, c'est un top 7 en France sur la semaine de sortie, donc c'est énorme pour un sport tel que la Formule 1. Après, Pierrot a utilisé le mot forceur, moi c'était artificiel pour moi le mot, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses qui étaient construites, quand on voit qu'il y a des caméras embarquées qui sont prises d'autres grands prix pour les mettre en construction, il y a pas mal de choses comme ça où ça se voit en fait. C'est bien pour introduire les gens à la Formule 1. Derrière, on n'a pas eu assez d'inside, on a eu beaucoup quand même de construction narrative cinématographique, quoi. Alex, t'as aimé, t'as pas aimé? J'ai préféré la saison 1, clairement. Et puis surtout, en fait, c'est au moment où on est arrivé sur l'épisode Gasly, Red Bull et Toro Rosso, et que moi je me suis dit clairement, ouais, mais je préférais clairement la saison 1 parce que là, ça montre pas clairement la réalité. On n'a pas expliqué que Gasly, Red Bull a vraiment mis une voiture typée Max Verstappen, et on n'a pas offert toutes les possibilités à Red Bull. Et ça, on le dit à aucun moment dans cette saison, et ça m'a fortement déplu. On rappelle, c'est un format grand public pour intéresser les gens à la Formule 1. Ça a donc le mérite d'exister. Oui. C'est vrai, quand on est véritablement
terriblement passionné, peut-être qu'on s'y perd un petit peu, surtout quand on a bien suivi la saison précédente. On vient d'évoquer la saison 2, bien sûr, de cette fameuse série Netflix. On va évoquer maintenant la saison 2 des Pistonnés, preview 2020, sommaire s'il vous plaît, avec le programme bien sûr. On s'intéressera aux favoris dans un premier temps avec cette question: Mercedes peut-il être challengé, notamment par Red Bull et Ferrari? Focus Renault pour savoir qui sera le meilleur des autres bien sûr et qui réussira à attraper cette 4e place. Et puis on s'intéressera aussi au reste du plateau avec cette question: le barreau d'honneur pour Haas. On écoutera aussi Pierre Gasly qui a répondu à nos questions, c'est absolument fantastique. Et puis à la fin dans les news, petite nouveauté, on va s'intéresser aux jeunes pilotes français qui eux aussi vont disputer une grande saison, une saison importante bien sûr en dehors notamment de l'arène de la Formule 1. Les amis, dernière question, quel est le point commun entre Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon et Pierre Gasly à votre avis? On les a tous vus cet hiver. Non, on va les voir aujourd'hui dans les Pistonnés. Les favoris, est-ce que Mercedes peut-il être challengé dans cette saison? Avant cela, regardons quand même ce calendrier 2020. Je vous ai dit qu'on ne parlerait pas de coronavirus, qu'on allait vous changer les idées pendant 7 heures. Il faut quand même l'évoquer parce qu'il pourrait y avoir des conséquences. On le rappelle très rapidement, ce calendrier qui pourrait être amputé après bien sûr la date du Grand Prix d'Australie. On sait que Bahreïn se jouera, c'est une information qui nous est parvenue en début de semaine, à huis clos. Quid de savoir si le Grand Prix du Vietnam pourra se disputer? Il y a déjà une certitude, c'est que le Grand Prix de Chine, lui sera pour le moment reporté, pas annulé, reporté. C'est de la sémantique, c'est très important. Il faut bien sûr le préciser. Mercedes peut-il être challengé? Regardons un petit peu comment s'est passé justement l'hiver du côté des flèches d'argent de l'étoile allemande, bien sûr, avec ce partenariat inédit avec Ineos. Et peut-être que Pierrot nous en parlera parce qu'il a consacré une très très belle vidéo sur sa chaîne concernant le pourquoi du comment à sujet de ce partenariat. Le buzz de l'hiver, c'est bien sûr le DAS, le Dual Axis Steering qui pourrait permettre de gagner plusieurs dixièmes sur certains circuits. C'est ce qu'on annonce notamment du côté de chez Racing Point. Et puis des essais quand même un peu mitigés du côté de Barcelone. Mitigés parce que la W11, a semblé au-dessus du lot, mais par contre, de trop nombreux incidents moteurs, et je sais que vous y avez assisté, et que ça a beaucoup étonné. 5 incidents moteurs sur les 2 dernières semaines, ce qui a laissé penser à Lewis Hamilton. Cette citation, regardez, qui va nous servir de point de départ, véritablement, pour cette première question, pour ce premier débat. Le règlement n'a pas changé, donc la logique voudrait que nos rivaux nous rattrapent. Je pense que nous allons avoir la saison la plus serrée de toute l'histoire de la F1. Lewis Hamilton, l'homme qui pourrait battre tous les records en 2020. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de nous dire Lewis Hamilton? Ouais, clairement, je pense qu'on va avoir une vraie saison très disputée, un petit peu comme sur les fins de cycle finalement de toutes les réglementations de F1. On sait qu'en 2012-2013, ça a été quand même relativement disputé. Là, on arrive sur une convergence au niveau des designs des voitures, au niveau de la technique, etc., qui fait que toutes les voitures se rapprochent, toutes les équipes se rapprochent. Il y aura toujours un écart entre le top 3 et un peu le reste du field, mais vraisemblablement, en tout cas, le paquet se sera vraiment encore plus resserré d'ailleurs dans le midfield. Après, il vend aussi sa crème, Hamilton. Voilà, oui. Il fait un peu de teasing. Best fan. Voilà, il fait un peu de teasing, mais bon, la Mercedes est quand même en performance pure largement au-dessus du lot. On estime à peu près à 1 seconde en qualification ce qu'ils mettent à Red Bull et à 6 dixièmes ce qu'ils mettent en course à Ferrari. C'est à peu près ça que la FOM estime sur ce qui a été vu, encore une fois, à Barcelone. Donc c'est vraiment que des données indicatives pour le moment. Donc je pense sincèrement que ça va se resserrer à partir de Ferrari jusqu'en bas. En fait, ça va commencer à se resserrer, mais Mercedes, sauf problème de fiabilité, et c'est possible, devrait rester devant quand même. La W11, elle est impressionnante. Je pense qu'elle est même déjà bien au-dessus du lot. Il y a 3 mots qui peuvent la définir: stabilité, grip et une puissance moteur très incroyable. Et puis surtout, même dans les freinages, elle reste toujours aussi stable. Et pour moi, je pense qu'elle restera bien au-dessus du lot. Il y a quelqu'un qui va arriver derrière, qui est une écurie de Milton Keynes, qui va sûrement être la deuxième force du plateau, et je pense jouer les troubles faits avec Mercedes. Les amis, vous étiez vous à Barcelone pour suivre ces essais. C'est vraiment la voiture qui vous a fait la plus grosse impression en piste. On ne parle pas de chronomètre, on sait que les réglages étaient différents, on a testé beaucoup de choses. Les pneumatiques n'étaient pas forcément les plus tendres, les conditions n'étaient pas forcément les plus optimales. C'est vraiment celle qui vous a fait la plus grosse impression. En fait, à Barcelone, il y a un endroit sur le circuit où vraiment on peut voir la caractéristique technique de chaque voiture, c'est au freinage du virage numéro 10 après la ligne droite de retour, on va dire.
le freinage, la voiture ne bouge pas. On pourra parler de Racing Point plus tard dans l'émission, mais Racing Point a vraisemblablement une version B, on va dire, de la Mercedes de l'année dernière. Et même cette version B, on sent qu'au freinage, déjà, c'est un peu moins stable. Mais la Mercedes, elle arrive, elle enroule le virage à une vitesse où on est encore une fois assez estomaqué. Clairement, elle est au-dessus du lot sur de la perf pure. Maintenant, encore une fois, une course et un championnat, ça se gagne pas que sur un seul tour. Elle a un tout petit manque de stabilité au freinage, mais qui est assez bien corrigé et qui a été corrigé sur les 2 semaines. Après, la réaccélération, c'est fulgurant. Enfin, le grip qu'elle a et la tenue de route qu'elle a, violente. On a l'impression qu'il réaccélère 2 dixièmes plutôt que tout le monde. Et il y a une confiance dans cette voiture chez les 2 pilotes. Ils l'emmènent où ils veulent, quoi. Donc elle est au-dessus. Et c'est pas étonnant parce que quand on regarde la voiture, elle est extrêmement fine. Il y a une évolution aérodynamique extrêmement agressive. Et ça, je pense, par contre, ça cause aussi les problèmes moteurs parce que un châssis très très étroit cause aussi une surchauffe moteur. Alors justement, j'allais y revenir. En effet, tu as raison, ce châssis qui a beaucoup évolué, notamment au niveau du capot moteur, qui laisse deviner qu'il sera un petit peu plus compact, ce nouveau moteur Mercedes. Est-ce que vous êtes inquiet par ces 5 problèmes moteurs, ces 5 incidents moteurs? Comme on dit toujours, il vaut mieux que ça arrive en essai qu'en course. Et en l'occurrence, Mercedes a toujours été capable de régler les problèmes qu'ils avaient en essai. Donc a priori, moi je ne jugerai pas de la fiabilité de Mercedes dès maintenant. En revanche, quand tu fais le calcul comptable, tu as 5 moteurs qui ont cassé, mais tu as eu 6 problèmes moteurs. Donc il y en a un qui n'est pas cassé, mais il y a eu 6 problèmes moteurs. 6 problèmes moteurs sur 6 jours, ok, elle roule beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Et ayant vu un ingé Mercedes parler avec Pérez à un moment donné à Barcelone, il s'était pas forcément ultra rassuré. En fait, il y a quelque chose qui est rassurant pour Racing Point parce que eux ont un capot moteur qui est moins sculpté par rapport à Williams ou Mercedes. Donc peut-être qu'ils ont moins de problèmes, on va dire, sur du refroidissement. Et comme l'a dit Alexandre, ça peut jouer. Mais en tout cas, on sait que chez HPP, qui est donc l'entreprise qui fournit les moteurs pour Mercedes et pour la Formule 1 en règle générale pour les clients Mercedes, ils travaillent très très dur là-dessus. Comme dit Brice, faut pas tirer de conclusions hâtives, mais casser 5 moteurs sur les essais hivernaux, sur 6 jours d'essais en tout, ça fait un peu beaucoup quand même. Quand il y en a d'autres qui ont utilisé qu'un seul moteur pendant les 6 jours. Ouais. Est-ce que ça peut être, par exemple, une manière aussi d'aller les pousser dans leur retranchement, ces moteurs? Ça a été une phrase qui a été beaucoup répétée ces dernières semaines. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. On sait, moi, j'ai toujours en tête les essais hivernaux de 2016, si je dis pas de bêtises, où Mercedes a été d'une impressionnante régularité et d'une fiabilité incroyable, où ils ont enchaîné plus de 800 tours, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont essayé de casser la voiture et ils n'ont pas réussi à la casser. Et là, j'ai l'impression qu'elle a cassé un peu plus tôt que ce qu'ils voudraient. Donc, Après, en même temps, oui, Mercedes a fait le plus grand nombre de tours là, de cette séance, enfin ces séances, 903 tours. C'est quasiment 20 Grands Prix, hein. Donc, 15. Donc oui, c'est normal que ça pète un peu. Mais bon, effectivement, si jamais ils repensent un petit peu le capot, si Racing Point ne casse pas alors que c'est le même moteur, juste par rapport au capot, effectivement, la solution est peut-être là, ouais, effectivement. Une petite parenthèse, je sais qu'on a terminé cette année, la saison précédente, la saison 2019, en se posant la question, est-ce que Mercedes va continuer son engagement en Formule 1? Et il y a eu cette grande surprise qui a été annoncée au mois de février, qui a été aussi, on va dire, marqué par la présentation de cette Mercedes W11. Le partenariat avec Ineos, explique-nous Pierrot, pourquoi ce partenariat avec Ineos et qu'est-ce que ça va apporter à la marque Mercedes? Alors c'est une vraie inconnue, on verra ce que ça donne d'ici quelques mois, voire années, parce que c'est un partenariat sur 5 ans qui a été signé avec Mercedes pour 122 millions d'euros, je crois, sur les 5 ans, quelque chose comme ça, à coût de 26 millions d'euros par saison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercedes a envie, la marque Mercedes a envie de mettre de moins en moins d'argent dans cette écurie de F1. Et en fait, il faut que cette écurie de F1, qui est aussi détenue à 30% par Toto Wolff et à 10% par la famille Lauda, puisque Niki est regretté, derrière, en fait, il faut que cette marque Mercedes, cette entreprise Mercedes dise: ok, il faut que cette écurie de Formule 1 puisse devenir autonome parce qu'à un moment donné ou à un autre, dans nos objectifs marketing, dans nos objectifs de vente de voitures, parce que c'est ça qu'on fait, va falloir qu'on mette de moins en moins d'argent dans cette écurie de F1 et qu'on mette peut-être plus d'argent dans l'électrique, la Formule E, ce genre de choses. Donc Ineos, ça arrive bien pour essayer peut-être de contrebalancer. Et qui sait, peut-être que d'ici quelques années, Mercedes se retirera parce que, marketingment parlant, ça n'aura plus vraiment de sens pour Mercedes d'être en Formule 1. En revanche, l'écurie en tant que telle qu'on la connaît aujourd'hui prendra peut-être le nom d'Ineos, on ne sait pas, et continuera à gagner peut-être des titres de champion du monde.
On rappelle que chez Mercedes, on a expliqué notamment cette semaine que le travail en FE permettait le développement du moteur en Formule 1. Bref, on verra bien sûr tout ça d'ici quelques instants. Enfin, saison plutôt, pardon. Pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pour faire la course, il faut être 2, il faut même être parfois 3. Alors, on va quand même se poser la question de Ferrari et de Red Bull. Regardez ce petit carton, ce petit tableau. Ferrari, comme un doute, gros travail à Barcelone, on l'a dit, uniquement sur de grands et longs relais. Pas de performance significative, comme un doute, parce que c'est vrai que dans la presse italienne, on semble être un petit peu circonspect concernant cette nouvelle Ferrari, la F1000, si je ne dis pas de bêtises. Oui, SF1000. Vous avez la Gazzetta dello Sport. Marqué tutti a casa. Tutti a casa. Rentre chez toi, Ferrari. Des soucis aujourd'hui que l'on connaît. Et puis Red Bull qui a connu pour le coup une intersaison quasi parfaite que l'on présenterait peut-être presque à quelques jours du début du Grand Prix d'Australie comme la deuxième force de ce plateau. On est allé poser la question à Charles Leclerc. Quels sont ses objectifs pour cette saison 2020 ? Vous allez voir, langue de bois et prudence était de rigueur. Comme objectif pour l'année 2020, ça reste les mêmes que les années d'avant. Je me suis jamais mis un objectif en tant que position, mais plus en tant qu'éthique de travail. Donc j'ai envie de bien travailler et je suis confiant que les résultats arriveront si on travaille bien en tant que team. Je me suis énormément préparé pendant la pause hivernale pour être le plus près possible pour cette année 2020 et j'espère que ça nous apportera des bons résultats. Je vous l'avais dit, un petit peu de langue de bois, un petit peu de prudence. Est-ce que c'est le signe que la Ferrari n'est peut-être pas aussi bien que prévu ? Je pense que sincèrement, ils n'ont pas poussé à la performance leur SF1000 parce que pour la première fois de leur histoire, Ferrari est arrivé à Montmelo en disant on va tester justement la fiabilité et voir jusqu'où sur la longueur la voiture peut aller plutôt que dans la performance. C'est une première vraiment dans l'histoire de la Scuderia sur ce fait-là. Je pense que sincèrement que Charles Leclerc va pas reste dans la langue de bois très clairement. On va pas aller plus loin que ça parce que c'est juste oui je m'entraîne, Ferrari travaille et puis c'est tout quoi. Moi, pareil, alors Ferrari, c'est vraiment l'inconnu de ce début de saison pour le coup. Ils sont venus, ils ont dit première semaine, on teste la fiabilité de la bagnole, et puis en fait, on les a pas vus pousser au max de leur capacité. À partir de là, on peut faire plein d'histoires. Est-ce qu'ils ont des problèmes ? Est-ce que finalement ils font ce qu'on appelle le sandbag, donc faire genre on met des sacs de sable sur la voiture et on dit en fait on n'est pas du tout rapide, mais on est des fusées comme le fait Mercedes. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui se passe chez Ferrari. Il y a 3 choses qu'on peut tirer de ces essais. La première, le châssis est réussi. Dans le secteur 3, elle est plus rapide que la Mercedes. Les données FOM le montrent. C'est la meilleure voiture dans les secteurs lents, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Deuxième chose, ils étaient très lents en vitesse de pointe. Alors on se dit, est-ce que le moteur est raté ? Non, parce qu'Alfa Romeo à la vitesse de pointe, à la meilleure vitesse de pointe de Barcelone, et justement Ferrari utilise un mode moteur bas. Si jamais tous ces éléments sont combinés et que le moteur Ferrari est légal, on peut avoir une Ferrari qui est très haute et qui justement cache son jeu. On n'en sait rien pour le moment, mais il faut prendre en compte ces 3 éléments-là pour se dire Ferrari n'est pas si loin que ça, c'est juste des choses qui sont à aligner ensemble. Alors Red Bull, est-ce que ce serait pas l'année du coup dans ces cas-là de Red Bull et de Max Verstappen ? Alors ça va être dur pour Verstappen d'aller chercher Hamilton, je pense. Mais on aura des beaux combats entre Red Bull et Mercedes. La vraie inconnue, c'est est-ce que Alex Albon va réussir à faire un meilleur job que Pierre Gasly comme l'année dernière ? A priori, je pense que oui, parce que en fait, Alex Albon est dans une équipe où Verstappen a été bloqué pour plusieurs années et donc Red Bull et Honda n'ont pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pour se dire va falloir gagner des courses, va falloir faire une voiture pour vraiment Verstappen, surtout cette année-là. Là, on est plus sur ok, on a une voiture qui découle de l'année dernière, pas de changement de réglementation majeur. Allons-y, essayons d'aller chercher Mercedes ou en tout cas d'aller chercher cette deuxième place à Ferrari. Donc vraisemblablement, pour moi, de mon opinion, je dirais que Red Bull serait vraiment à la bataille avec Mercedes, un peu moins Ferrari. Depuis le début de l'ère hybride, Red Bull, leur gros point faible, c'est les débuts de saison. C'est-à-dire que ils sont toujours 3e force, mais assez loin de Ferrari et Mercedes en début de saison. Et après, au fur et à mesure des évolutions qu'ils apportent, parce qu'ils ont d'excellents ingénieurs aérodynamiciens, ça s'améliore jusqu'à ce que Red Bull soit parfois même la première force du championnat en fin de saison, où vraiment ils sont... Là, ils ont l'air vraiment prêts déjà. Tout de suite. Ouais. Et c'est ce qu'on se dit à chaque fois en milieu de saison. Ah, si Max Verstappen avait eu cette voiture dès Melbourne.
Et ben justement, là il a l'air d'avoir des Melbourne, donc à voir. Et puis si lui il sent qu'il a une bonne voiture qui peut jouer le titre, ça va être un chien. C'était une demande d'ailleurs de Christian Horner qui a demandé à Adrian Newey que tout soit réellement prêt avec plein d'évolutions, déjà en tout cas des Melbourne et d'ailleurs ces essais hivernaux. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est assez intéressant au-delà de l'aéro, c'est surtout qu'ils sont améliorés sur le grip mécanique, notamment sur les suspensions. Et là, ça a apporté un réel gain de performance et ça s'est vu à Barcelone. Écoutez, voilà, beaucoup de points d'interrogation, vous l'avez compris, chez les favoris. Premier élément de réponse dès ce week-end, bien sûr, du côté de Melbourne en Australie. Juste un dernier tour de table très rapidement pour finir avec les favoris. Cet imbroglio autour du débitmètre de Ferrari, avec, on l'a vu, les communiqués, on va dire, communs de toutes les écuries, hors celles qui sont bien sûr motorisées par le cheval cabré. Est-ce qu'on peut avoir très rapidement un cas de crise, on va dire un bras de fer tout au long de cette saison à ce sujet? Il y a moyen, parce que là, il y a quand même quelque chose de pas net, de pas clair. Les communiqués de presse ont été très langue de bois, justement. Ils ont laissé rien transparaître, ils ont signé des accords secrets. La F1 dans sa splendeur, dans sa plus belle splendeur, on va dire, mais là, clairement, on a peut-être un petit feuilleton, en tout cas sur le début de saison, parce que les équipes qui ne sont pas motorisées par Ferrari ne comptent pas en rester là, et ça pourrait mettre... Alors, est-ce que ça pourrait mettre en danger le sport? Ça, c'est un autre débat. C'est quand même spectaculaire d'avoir deux entités, dont une qui gère le sport et une qui participe au sport. Tu parles de Ferrari International Assistance. J'entends un doigt depuis l'argent. J'avais un doute. C'est quand même incroyable de voir ces deux entités-là passer un accord secret révélé. Enfin, en fait, tu passes un accord secret, tu le dis pas. Enfin, là, en fait, on s'est mis d'accord, mais vous ne saurez pas sur quoi. Puis et ça concerne le moteur dont vous étiez en train de parler. C'est surtout sur la manière. C'est surtout sur la manière. C'est le vendredi soir, une fois que tous les essais et que les gars étaient en train de remballer les motorhomes et tout, et les gars ils envoient le communiqué de presse à ce moment-là. Et tout le monde en salle de presse était là. Ah bah ouais, mais non, là, les gars, je suis en train de ranger, je peux pas. Quoi. C'est exactement quand on fait un truc derrière, ils ont dû aller toquer au truc FIA. Non, mais là on ferme. Non, mais non, c'est exactement ça. On n'est plus là. Ce qu'on rappelle, c'est que la FIA a annoncé ne pas avoir de preuves formelles qu'il y avait eu cas de triche du côté de chez Ferrari, donc difficile. Ils n'ont pas les moyens de savoir s'il y a eu triche. Ils auront les moyens de le savoir cette année avec un débitmètre FIA qui sera bien sûr dans chacune de ces voitures. Ce que ça a révélé, cette histoire, c'est simplement que tous les règlements sont faits en F1 pour être contournés, que les ingénieurs passent leur temps non pas à essayer de se conformer au règlement, mais à essayer de trouver la faille du règlement qui les fera aller plus vite. Et bah voilà, Ferrari a trouvé un truc. La FIA s'est dit mince, on avait un problème, et au final on s'est dit c'est quoi, si on pouvait éviter de passer pour des cons tous les deux, on signe un accord et terminé. Non, mais il y a un truc assez intéressant, c'est que surtout si on prend la comparaison, c'est une source d'Auto Hebdo qui a demandé à une personne à l'intérieur d'une grosse écurie, imaginez un athlète soupçonné de dopage passer un accord sans que l'on puisse savoir s'il est coupable ou non. C'est quelque chose qui est révélateur d'un problème à la FIA qui vraiment, j'ai envie de dire, a pris tout le monde presque pour des abrutis. Belle comparaison en effet, très 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 intéressant. Vous l'avez compris, on termine cette première partie concernant les favoris. On espère qu'il y aura lutte pour le championnat du monde cette année. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura lutte pour la 4e place, celle qui honore le meilleur des autres, et on va en parler avec ce Focus Renault. Renault Objectif Top 4. Voilà ce qu'on nous a annoncé il y a quelques semaines lorsque nous nous sommes rendus bien sûr au lancement de cette nouvelle RS20. On ne peut pas dire que Renault sort d'une véritable saison glorieuse en 2019. Du coup, il y a eu des conséquences. La restructuration du côté d'Enstone avec l'arrivée de Pat Fry, le départ de Nick Chester qui était quand même le taulier depuis près de 25 ans dans l'usine bien sûr anglaise, et puis surtout de nouveaux process de travail, même si on n'a pas pu avoir beaucoup plus de détails. Le retour à des objectifs réalistes. On vous a gardé ce verbatim de Alain Prost. On a beaucoup souffert de s'être, bien évidemment, celle-ci fait vraiment très très mal aux yeux, mais de s'être fixé des objectifs bien trop élevés. Toutes nos excuses pour tous les professeurs de français qui regardent cette émission. Et puis, ce moteur qui était le point fort de Renault la saison dernière, un moteur à plus de 1000 chevaux. Notre moteur est légèrement plus puissant que celui de Mercedes. Voilà ce qu'a déclaré Rémi Taffin, notamment avant le début de cette saison. 2020, donc vous l'avez compris, marque le signe de nombreux changements, et notamment au niveau du line-up de la firme Orange. Esteban Ocon, le français, remplace l'allemand Nico Rosberg, et il va vous expliquer sa définition d'une saison réussie du côté de chez Renault. Une saison réussie, je pense que déjà 4e, c'est notre objectif. Donc si on fait 4e au constructeur, ce sera déjà une bonne saison pour qu'on se rapproche du top 3. C'est vraiment l'objectif, ça, de bien développer la voiture pendant la saison, se rapprocher du top 3.
Et objectif perso, c'est de faire un podium. Clairement, Battre Sergio Pérez aussi. Bon, on tourne la page. La page est tournée pour Esteban Ocon. Elle est tournée aussi pour Daniel Ricciardo qu'on a pu rencontrer au même moment et qui nous parlait un petit peu de son ressenti avant que cette saison 2020 ne commence. I get a feeling that the team is pretty set and there's not so much moving parts. It's like, okay, this is what it is now. Let's deliver and let's build on what we got. And you know, last year it was the case, but there was still probably more moving parts than anticipated. So yeah, it's going to be interesting, and I think it will. If it goes well, it'll put us in a good place for 21. And I think just from a whole understanding of how good we can be, it's going to show up. I think expectations were kind of medium last year. You know, I was excited, but at the same time, I wasn't expecting, you know, the world. I knew it was going to take time. Nonetheless, you know, we still didn't really exceed anything that we thought we could. So I want to say they're a little higher this year, but you know, we're not getting ahead of ourselves. It's the rules and that is pretty similar to last year. You know, the car is just a development of last year, I guess, and like a lot of teams, you know. So I think the top teams will still have that buffer on the majority, but I definitely think we can do more than we did last year. So see what happens. Obviously, the orange car was that was the standout in the midfield, and I guess for us, our immediate task is to take that back. Alors pas d'excès de confiance, vous l'avez entendu dans les propos de Daniel Ricciardo, mais l'ambition, celle d'aller chercher McLaren, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette saison qui s'approche pour Renault? Ça va être chaud en fait pour Renault parce qu'effectivement ils sont quand même sur une pente ascendante depuis leur retour en 2016. Malheureusement l'année dernière ça s'est pas concrétisé et pourtant ils avaient un des line-up les plus expérimentés de la grille avec Ricciardo et Hülkenberg. Ils n'ont pas réussi à transformer. On a vu Ricciardo qui avait du mal à s'adapter au pilotage de la Renault. Hülkenberg qui a encore manqué plusieurs fois de marquer des gros points, voire de faire un podium. Donc ça a été compliqué l'année dernière. Et cette année, il faut pas faire d'excès de confiance justement, et il faut essayer de prendre les choses telles qu'elles sont et se dire on va attendre 2021 plus qu'autre chose. Donc ça va être plus, à mon avis, une année de transition pour Renault qu'autre chose. Année de transition pour Renault. Moi je dirais ça. Brice. Elle est quand même meilleure que l'année dernière. Ouais. Tu sens Secteur quand 3, quand t'écoutes Ricciardo, tu sens très clairement que lui, il a signé 2 ans en avance pour être là en 2021 en faisant un pari et qu'il compte pas sur ces 2 saisons-là pour faire quoi que ce soit. Néanmoins, lors des essais, on a vu quand même des améliorations de la voiture. Elle s'est quand même, niveau moteur, c'était pas aussi fou que ce qu'on imaginait. Mais par contre, ils ont trouvé une réelle stabilité à la réaccélération. Ricciardo commence enfin à retrouver les sensations qu'il avait avec la Red Bull en termes de stabilité. Elle est également beaucoup plus nerveuse, cette voiture. Il y a des paris qui ont été faits. Renault est beaucoup plus incisif dans la création de cette voiture. Et en plus, elle a l'air fiable au niveau du moteur. Donc, il y a pas mal de points positifs. La performance n'est pas encore ultra au rendez-vous, mais il y a ces points-là qui peuvent permettre de penser que Renault sera au moins à la lutte à la 4e place. Oui, et puis surtout, il y a un petit souci aussi qu'on peut rajouter, c'est que c'était au niveau du châssis. Il y a eu beaucoup de travail sur ce châssis. Il y a eu notamment donc Pat Fry qui est arrivé, mais aussi un directeur de l'aéro qui est Dirk De Beer. Et ça s'est vu directement que dans l'organigramme ça a changé. Et au vu de la performance Renault a passé ses tests assez sereinement. C'est une première depuis assez longtemps en Formule 1. Donc la voiture, comme tu l'as dit, est agressive, mais surtout elle est aussi fiable par un moteur qui a été utilisé une seule fois durant les 6 jours. Et ça, c'est vrai que c'est important bien sûr de le préciser. On va écouter, parce que ce sera forcément l'une des choses qui va beaucoup nous marquer chez Renault, c'est la présence d'Esteban Ocon dans une écurie française. Il y aura, je vous le rappelle, un Grand Prix de France aussi également, la Summer Race à la fin juin, bien sûr, et on espère y être pour vous ramener tout plein d'infos. Esteban Ocon qui nous parle de ce défi français, défi du cœur presque, on pourrait l'entendre. C'est clair que c'est super spécial d'être là, de faire partie de ces 2 pilotes dans l'écurie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai grandi en étant à l'usine, en faisant du sport, à la salle de sport juste derrière. Je voyais les 2 pilotes passer, revenir, être dans ces voitures, performer en piste. Et j'ai toujours rêvé de faire partie et d'être à cette place actuellement. Donc maintenant qu'on y est, il va falloir voir le prochain cap. Le prochain cap, ça va être de performer en piste. C'est sûr que pilote français dans les écuries françaises, au Grand Prix de France, ça va être quelque chose d'incroyable. Donc non, j'ai hâte vraiment de commencer. On a beaucoup bossé cet hiver.
L'équipe est vraiment excitée parce que la voiture, enfin, là on l'a pas trop vu, mais vous allez la voir, il y a pas mal de changements. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte de poser les fesses dedans. On attend énormément de choses. Nous, Média, c'est l'association bien sûr avec Daniel Ricciardo, qui attire beaucoup, on le sait, la sympathie aussi du public. Est-ce que c'est difficile ou facile pour toi d'être son coéquipier? Je parle d'un point de vue hors piste, bien évidemment. Oh, c'est pas très compliqué, hein. Il est à base de blagues et de lancer de bouteilles et voilà quoi. Donc la première fois que je l'ai vu, on était à l'usine, je marchais et j'entends « Oi !» Et je me retourne et j'ai pris une bouteille dans la tronche. Donc bon, c'est plutôt sympa, c'est bon enfant, on rigole bien. Après voilà, en piste ce sera différent. Mais en tout cas d'être avec un des meilleurs, c'est déjà un truc de fou. Donc non, j'ai hâte de pouvoir me caler sur lui, essayer de voir ce qu'il fait pendant les tests et puis après de se pousser mutuellement en course. Pour le moment, on rigole bien du côté de Chiro Renault. Ça pourrait très très vite changer, bien sûr, avec ce qui va se passer en piste. Là encore, le line-up, c'est un des plus sexy quand même de ce plateau, on peut le dire. Ouais, non, c'est un line-up qui est quand même très sexy parce que Esteban Ocon a cette force et ce caractère très agressif, entre guillemets, parce qu'on l'a vu avec Sergio Pérez, il se laisse pas faire, c'est pas un tendre. Et puis Daniel Ricciardo, derrière le grand sourire, il y a quand même un pilote qui est capable de faire les freins bien salement sur certaines voitures. Donc il y a un line-up en termes de pilotage qui est vraiment très très cool. Encore une fois, il y a deux pilotes qui sont un peu différents parce que Ricciardo est plus sur du feeling quand Esteban Ocon est plus façon Alain Prost à essayer d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans la voiture pour la comprendre. Donc ça va probablement aider l'équipe dans sa construction de voiture pour cette année. Et puis au-delà de ça, je pense pour moi personnellement c'est le troisième line-up en termes de performance qu'il peut y avoir cette année. Mais après, il y a Daniel Ricciardo, là il explique que oui, il est tout souriant, il fait les blagueurs, mais il a promis en tout cas Daniel Ricciardo qu'il serait moins disponible, qu'il veut plus se concentrer. On se souvient l'année dernière, ça s'était mal passé en Australie parce qu'il a été notamment ultra sollicité juste avant la course. Là il a demandé à Renault, je veux juste me concentrer là-dessus, donnez-moi le moins de choses possible pour que je puisse me concentrer. Ricciardo qu'on a retrouvé dans une interview très intéressante d'ailleurs, tournée par la F1 TV, où il explique notamment, c'est un autre Daniel Ricciardo qu'on a pu découvrir là, cette dernière semaine, un Daniel Ricciardo un petit peu plus triste, un peu plus sombre entre guillemets, même s'il reste toujours bien sûr très souriant, mais un garçon qui parle aussi de ses états d'âme, et c'est vrai que c'était chose assez rare. Brice, quelque chose à rajouter sur Renault pour cette saison 2020? Moi justement j'attends plus Ricciardo qu'Ocon parce que je trouve que Ricciardo l'année dernière, alors certes il a été un peu trop attendu comme le Messi de Renault, alors que parce que Ricciardo arrive, Renault va se mettre à gagner. Non, il faut quand même les chevaux en dessous du capot pour que ça marche. Mais en l'occurrence Ricciardo n'est pas exemple de tout reproche sur certaines choses. Il y a des points qu'il aurait pu aller chercher et qu'il n'a pas mis. Et Dieu sait que c'était le boss pour ça chez Red Bull. Donc j'attends de voir s'il réagit et s'il optimise à fond sa Renault. D'autant que maintenant, comme on a dit, ça pousse derrière lui avec Ocon. On rappelle fin de contrat, Daniel Ricciardo, avec fin de contrat, option, avec je crois, il me semble. Option d'une année, bien sûr, en fonction. On attendra de voir, bien sûr, ce que ça va donner du côté de Renault F1. Qui sont les concurrents de Renault F1 un peu dans cette lutte à la 4e place? On en a noté deux. Regardez ce petit tableau. Et il y a forcément McLaren, la confirmation, point d'interrogation, parce que, en off, les deux pilotes ont quand même parlé avec de nombreux journalistes et sont pas sortis vraiment enthousiastes, on va dire, de ces essais de Barcelone. Et puis il y a à côté Racing Point, la grande surprise pour, on va le dire, une Mercedes bis, une Mercedes rose. Est-ce que ce serait pas ça la grande surprise de cette saison, cette écurie Racing Point? Sergio Pérez l'a très explicitement dit, c'est la première fois que depuis que je suis chez Force India, maintenant c'est Racing Point, que j'arrive avec une voiture qui est totalement performante et encore plus derrière les autres. Là ils ont une Mercedes qui date de l'année dernière. Est-ce que c'est une évolution simplement ou c'est vraiment le copier-coller? Bon, je pense que c'est quand même une évolution, mais une évolution copier-coller. Copier-coller, effectivement, il y a tout dans cette voiture, elle est vraiment très performante. Et est-ce que Lance Stroll arrivera à être au niveau de Sergio Pérez? Je pense que Sergio sera bien plus loin que Lance Stroll. Alors, je vais pas rebondir là-dessus, mais non, clairement, la Racing Point est assez impressionnante parce que, j'ai fait quand même quelques recherches. C'est pas que un copier-coller, c'est les ingénieurs qui se sont posés la question, qui ont pris en photo la Mercedes de l'année dernière pour s'inspirer de la meilleure voiture. Beaucoup de photos. Et en fait, le truc c'est que ils ont pas pu faire juste un copier-coller parce que au dixième de millimètre, si tu te loupes, il y a rien qui fonctionne. Et donc, en fait, ils ont essayé de comprendre la philosophie de la Mercedes et de la reproduire. Et en fait, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et quand on voit la voiture passer à Barcelone, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Racing Point,
Bon, sur les phases de freinage, il y a un peu, ça tangue un peu de l'arrière, mais bon, bah, ça peut se résoudre. En revanche, sur la réaccélération, j'avais l'impression effectivement de voir une Mercedes de l'année dernière, comme je l'avais vu au Grand Prix de France, où la bagnole, on mettait le pied dedans, ça partait direct. Donc, ouais, sur la première partie de saison, clairement, Racing Point, il faudra compter avec eux. On n'est pas à l'abri d'avoir des coups d'éclat de Racing Point si jamais ça se prend les pieds dans le tapis entre Ferrari, Red Bull et Mercedes. Mais clairement, je pense que ce sera eux qui ressortiront, on va dire, en top du midfield. Il faudra voir comment ça évoluera sur la fin de saison. En cas de grabuge, podium dès ce week-end, c'est possible. Oui. L'Australie, c'est souvent quand même le théâtre des problèmes de fiabilité et des problèmes en tout genre. Et ça arrive souvent qu'il y ait une course qui finisse à 12 ou 13. Donc imaginons que les abandons arrivent au top team, par exemple. Si tu as une Mercedes qui abandonne pour la fiabilité du moteur, si tu as un accrochage, machin, tu peux très très rapidement, au vu de la performance, te retrouver avec une Racing Point sur le podium. Donc oui, absolument, c'est vraiment possible. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir quelques batailles en piste. Ocon, Sergio Perez. Ça, c'est pour ça qu'on lui a posé la question. Non, mais, et puis surtout, il y a tous les autres écuries qui commencent à gueuler. Parce que McLaren qui dit c'est pas normal, alors que c'est dans la réglementation. Même Renault qui explique. Ouais, vous avez notre moteur, mais bon, vous faites quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à Mercedes. Alors justement, est-ce que, très rapidement, dernier tour de table sur cette partie, est-ce que ça vous pose un problème moral, vous, ce qu'a fait Racing C'est dans le Point règlement. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'un problème moral, pas d'un problème réglementaire. Oui, mais... Est-ce que moralement, ça vous pose un problème ? Moi, ça me pose pas de problème. Moi, je suis comme Alexandre, en fait. Je pense que ça se fait déjà en MotoGP, mais alors, moi, je connais un peu moins de choses, mais ça se fait déjà en MotoGP, où même on peut racheter les motos de l'année dernière pour pouvoir courir avec. Vraisemblablement, ça pose pas vraiment de problème et on a quand même des courses qui sont plutôt disputées. Après, est-ce que c'est dans l'esprit de la F1 ? Peut-être que Brice a raison et effectivement, normalement, chaque écurie doit construire son propre châssis, mais vraisemblablement, Racing Point n'a pas, on va dire, acheté le châssis directement à Mercedes, mais a reproduit, et ça, c'est pas interdit. Ouais, je trouve ça un peu naze. Mais en fait, déjà, il n'y a qu'une année comme celle-là où tu peux le faire, parce que c'est une année où il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc, par conséquent, tu peux te permettre de reprendre un châssis de l'année dernière pour retravailler dessus et du coup, pas être très très loin en termes de performance. Mais Racing Point a avoué avoir pris des photos. Mais Abit Bull, il dit derrière, genre. Tout le monde l'a fait. Si eux, ils avouent ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Genre, si tu avoues ça, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus gros derrière pour justement cacher la forêt, tu vois ? C'est possible quand même qu'ils aient acheté la Mercedes et qu'ils se disent tiens, on va la regarder un petit peu beaucoup. Alors non, ça peut se passer parce que ils utilisent la même soufflerie que Mercedes utilise. Donc encore une fois, comme chez Haas d'ailleurs, il peut y avoir un oubli de dossier sur le bureau de la soufflerie. Bon, écoute, on ne sait jamais. Voilà. Stratégiquement, c'est très finement joué parce que reprendre une Mercedes de l'an dernier, ça te permet de se préparer sur 2021 très sereinement et peut-être plus tôt que les autres. Exactement, avec la philosophie bien sûr aéro de Mercedes. Tu parlais de photos prises de la Mercedes. Peut-être que notre ami Hydro est dans le coup, je ne sais pas. On verra ça, on lui posera la question d'ici quelques temps. Allez les amis, on attaque tout de suite, non pas le reste du monde, mais le reste de la grille. Oui, on voulait faire un petit hommage comme ça à Groland, mais vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas connu forcément. Le reste de la grille et une question, le barreau d'honneur pour Haas. Le barreau d'honneur, oui, parce que est-ce que ce serait pas la dernière saison de Haas avant la grande révolution 2021 ? Regardez ce que nous disait Gene Haas il y a quelques jours. Si nous débutons solidement la saison, alors peut-être qu'il y a une possibilité que nous puissions continuer, mais si nous revivons une saison identique à celle de l'année dernière, alors je n'y serai pas favorable. 2020 est un vrai test pour voir si cela vaut la peine ou non de continuer l'aventure. On comprend Gene Haas, le patron, qui en a peut-être un petit peu marre de mettre des millions pour être moqué, bien sûr, par Netflix. Haas, F1, c'est pas rassurant quand même. C'est quand même pas rassurant ce que nous dit Gene Haas à quelques semaines du début de la saison. Fallait que ça tombe un jour ou l'autre. De toute façon, ils ont toujours eu des voitures qui étaient vraisemblablement assez performantes en début de saison. Ils se prennent parfois les pieds dans le tapis derrière. Ils ont eu beaucoup de problèmes de corrélation, donc de faire passer de la soufflerie à la piste et d'avoir le même phénomène qui se passe aérodynamiquement. À un moment donné, quand on voit la saison 2019 qui a été catastrophique dans tous les sens du terme, que ce soit d'un point de vue management, d'un point de vue développement, d'un point de vue pilote, il y a vraiment rien qui allait. Et là, clairement, c'est faut arrêter falloir débrancher quoi, parce que faut que mais clairement, à un moment donné, on peut pas mettre des centaines de millions d'euros pour jouer la P9 au championnat
et puis dire qu'on existe, quoi. Effectivement, c'est un vrai test. Et puis, As part sur des plans quinquennaux. Hein. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, s'ils arrêtent cette saison, s'ils n'arrêtent pas, pardon, c'est pas pour repartir sur 1 an. Oui, que là, ils sont sur 5 ans. Là, si on arrive au bout des 5 ans là, s'ils repartent pour 5 ans, ça veut dire vraiment que tu te lances dans une nouvelle réglementation. Tu sais absolument pas ce que ça va donner, tu n'as aucune garantie et tu te relances vraiment 5 années là-dedans. Donc, c'est vraiment le moment ou jamais pour Gene Haas de dire il y a peut-être encore moyen de sauver des billes. Donc, on va peut-être se retirer plutôt que de se lancer dans l'inconnu. Après, c'est aussi un vrai saut. Si tu peux, à la rigueur, tenter de partir en te disant, comme tout le monde repart à zéro, pourquoi nous, avec notre expérience acquise depuis 5 ans, on n'arriverait pas à faire quelque chose? C'est un pari et il coûte très cher. Exactement, on rappelle que la marque As, bien sûr, est une marque bien connue outre-Atlantique. Peut-être qu'il est un peu vexé aussi que cette équipe soit ridiculisée sur le plateau F1. On a parlé très rapidement de As. C'est forcément aussi pour évoquer le reste des écuries, Alfa Romeo, Alfa Tauri, et puis bien sûr, Williams, qui a fait un bond en avant assez important. Restons sur nos Français. Pierre Gasly nous a parlé de sa joie en tout cas de pouvoir miser sur la stabilité pour cette année 2020. It's the first time for me in my single-seater career that I'm doing more than a year with the same people and the same team. So it feels a bit more stable. Of course, I'm gonna work with the same engineers around me and just makes things a lot smoother. So in the winter break, I could really focus on myself to improve physically, mentally. I'm really focusing on the areas I need to improve. And it just feels nice to see the same faces, same mechanics, same engineers for the first time in my career. Il a l'air libéré, bien sûr, l'ami Pierre Gasly. Je disais à nous, c'était bien sûr, puisque le caméraman d'AlphaTauri fait partie de la famille et de la maison, First Team, donc c'était très important de le préciser. Il a l'air libéré, notre ami Pierre Gasly. Lui aussi, on attend une grande saison de la part de notre French. On attend une grande saison parce qu'il ne va pas vraiment avoir le choix de faire une grande saison, puisque c'est à un moment donné ou un autre, peut-être qu'il va falloir sortir du giron Red Bull. Alors, c'est plus ou moins fait parce que AlphaTauri est censé être plus indépendante et n'est plus censé être un junior team pour Red Bull. Donc il y a peut-être de la stabilité, peut-être qu'il re-signera pour AlphaTauri pour 2021. Mais il y a quand même quelques pilotes Red Bull qui poussent un peu fort et on pense à Juri Vips, je pense, qui doit être peut-être encore en F3 cette année. Donc à un moment donné ou un autre, le Pierrot va falloir continuer à faire des bonnes saisons, mais il va pas s'arrêter là et sur un objectif long terme, ce sera pas forcément de rester avec AlphaTauri et probablement d'aller sur des écuries un peu plus haut de tableau. La sensation, donc, l'objectif n'est pas de retourner chez Red Bull ? L'objectif, c'est de retourner au niveau. Et Red Bull était au niveau. Est-ce que Red Bull fait partie de ces objectifs ? Là, c'est déclaré. Qui a déclaré. Ça va, après, c'est de la démagogie, on sait. Non, mais c'est déclaré. Je dis pas que c'est vrai, je dis c'est déclaré. Les deux ont dit qu'ils voulaient retourner chez Red Bull. Mais bon, c'est bien. Comme d'habitude. Ils sont obligés, c'est un peu le passage obligé. Mais maintenant. Surtout que AlphaTauri, c'est l'écurie qui a toujours un plafond de verre, celui d'être en dessous de Red Bull, même si maintenant. Peut-être qu'elle va être un peu plus sécurisseur et que ça va être un peu plus élevé. En attendant, tu sais très bien que tu vas pas être champion du monde avec AlphaTauri. Surtout qu'en plus, elle a l'air un peu moins bonne que la Toro Rosso de l'année dernière. Donc je m'autant te dire que quand tu es habitué comme Gasly, à faire des P5, des P6 de temps en temps, tout ça, et que tu vas te retrouver à jouer les points une fois sur 4. Parce que tout le peloton s'est resserré. Alors du coup, si t'as pas du tout la meilleure voiture, comme ça peut être le cas par exemple pour Racing Point, ça va serrer les dents là, je pense. Mais surtout que là, on va avoir un paddock où aucun pilote, je crois, non, à part Verstappen et Leclerc, ont leur contrat pour 2021. Ah, c'est quand ça se décantait un petit peu. Hein. Ah oui, là, mais c'est pas encore signé. Il y en a quelques-uns qui ont signé, je crois. Mais j'ai pas suivi. Voilà. Je vais faire une question sur Verstappen et Leclerc encore. Mais du coup, avec un paddock plus resserré, effectivement, c'est là qu'il va falloir quand même jouer des coudes pour Pierre Gasly pour se montrer, parce qu'effectivement, s'il veut sortir de Red Bull, il n'y aura pas 36 occasions. Et là, avec une réglementation qui change et plus de contrats ouverts, c'est le moment peut-être. Après, on connaît tout le bénéfice, enfin tout le luxe que peut représenter la stabilité dans une carrière de pilote. Chose qu'on connaît bien sûr rarement, Alex. Et pourtant, Pierre Gasly, il aura une monoplace qui, pourtant, la T01, il y a des synergies à l'AlphaTauri avec Red Bull Technologies parce qu'ils reprennent des éléments de la RB15 de l'an dernier. Je crois que c'est les suspensions avant et arrière, la boîte de vitesse, c'est aussi tout ce qui est hydraulique.
et pourtant elle n'est pas aussi flamboyante qu'elle devrait l'être, en tout cas espérée pour l'AlphaTauri. Le pauvre a récupéré encore une fois la voiture de Max Verstappen. C'est possible. Voilà, en espérant que ça aille mieux pour cette saison 2020. Juste très rapidement, parmi les autres écuries dont on n'a pas parlé, je pense à Alpha surtout et Williams. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter? Je pense Alpha, peut-être qu'on n'en sait pas encore grand-chose. C'est plus Williams. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu sur Williams, l'écurie Williams. Oui, parce qu'en fait, Alpha, c'est l'écurie. Encore une fois, c'est une énorme inconnue. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec Alpha, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Williams, elle marche. Elle fonctionne, elle sera dans le milieu de peloton, elle marquera plusieurs points cette saison, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va aller voir se battre avec Racing Point? Vraisemblablement, pas vraiment, mais en tout cas elle fonctionne, elle est saine, le pilotage de George Russell et Nicolas Latifi, en tout cas les feedbacks qu'ils en font, c'est positif, donc ça y est, ça va commencer un peu à sortir la tête de l'eau en vue de 2021, mais il y a encore du boulot. En même temps, c'est difficile de faire pire. Hein. Oui, en termes de foirage total de début de saison, avec une voiture qui n'est pas prête au moment du début des essais, avec un concept qui marche en soufflerie, qui ne marche pas en vrai, c'est rare quand même que ça arrive, ça. Je veux dire, ils ont quand même cumulé un nombre d'éléments défavorables qui ont fait que c'est compliqué de faire pire. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils se sont mis sur le développement de la 2020 assez rapidement, en plus, vu que c'était tout foiré de façon en 2019. Donc la Williams, elle est mieux. Ça ne veut pas pour autant dire, je ne suis pas aussi sûr que Pierrot, quelle sera la 5 ou 6e force. Quoi. À mon avis, elle va jouer avec Alpha Romeo, et avec As pour le fond gris, voire les points si occasion. Mais je pense pas qu'elle soit si proche que ça du midfield. Williams qui a réorganisé son organigramme, il y a 3 nouvelles arrivées dans la direction et aussi surtout dans le directeur de la conception, c'est Jonathan Carter. Il y a un truc qui est assez, par contre, qui peut être un peu, quand on l'écoute, on se dit c'est une évolution seulement de la FW42. Quand on entend ça, on se dit oh mon Dieu, ils vont tomber dans les pommes. Et puis finalement, elle marche. Le moteur Mercedes a eu une seule fois un petit problème. Je crois que c'était un problème. C'est le MGUH, il me semble, qui a lâché. Ah oui, c'est ça. Mais finalement, c'est vrai que la Mercedes est pour l'instant. Enfin, la Williams. Pas la Racing Point. C'est pas Racing Ils ont Point. eu 3 problèmes, Williams, je crois. Ouais. On essaie. 2, ouais, le MGUH 2 fois et donc là. Non, 3. 3. Bon, il y a beaucoup. C'est toujours Mercedes ce problème. Voilà, Comme vous voulez, les gars. Vous étiez à Barcelone ou quoi? Je comprends plus là. On prenait des selfies. C'est pas bien. Sanctionnez-le, s'il vous plaît. Merci, les amis, pour votre avis, bien sûr, sur le reste de la grille. Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. Il y a aussi les news. Il y a aussi, bien sûr, nos petits et jeunes pilotes français qu'on a envie de voir arriver vers la Formule 1. On en parle tout de suite. Qui sont les jeunes Français à suivre en 2020? Si vous voulez vous la raconter dans 2-3 ans et dire ouais, mais moi ça fait quelques temps quand même que je le connais celui-là, et n'hésitez pas à regarder ce beau tableau, ce petit habillage. Voici les 4 Français qu'on va suivre nous tout particulièrement. Il y a Victor Martins bien sûr en Eurocup qui a signé ce matin au moment où on enregistre cette émission, donc mardi, un nouveau contrat avec ART, c'est ça Brice? Ouais, c'est ça. Et puis bien sûr Théo Pourchère qui va débuter en F3. On a fait une émission spéciale sur lui, on ne reviendra pas. Giuliano Alesi qui sera bien sûr en F2, qui ressemble de plus en plus à son père qui ressemble de plus en plus à son père en effet. Et puis Adrien David de la Renault Driver Academy, Adrien David qui lui aussi sera engagé bien sûr en Eurocup. Adrien David qu'on a pu rencontrer pour nous parler justement de sa saison 2020. On l'écoute tout de suite, Adrien David. On côtoie des gens qui ont eu le même parcours, entre guillemets, qui sont passés par l'académie comme Esteban et qui sont maintenant en Formule 1, donc ça fait rêver, oui. Mais moi je suis entièrement concentré sur mon année de Formule Renault. Je pense que je suis encore loin de la F1, il ne faut pas penser à la F1. Le plus important c'est de performer en Formule Renault. Les objectifs par Renault ont été placés. Je ne les citerai pas, mais l'objectif, moi, c'est vraiment de progresser, comme je l'ai déjà cité, parce que si une bonne progression est faite et qu'à la fin de l'année, on finit par remporter des courses, le championnat se terminera forcément d'une belle manière. Alors, on va parler un petit peu de ta saison, justement, l'Eurocup là, qui t'attend. Je crois que physiquement, tu as déjà pris énormément de gabarits par rapport à l'automne dernier. Alors oui, absolument. On a pu voir ça d'ailleurs à mes premiers tests à Abu Dhabi. J'avais fait une journée avec E-Race et une journée avec MP. Et on a pu tout de suite se rendre compte que le physique était un problème. Parce que on passe d'une voiture, la Formule 4 qui est plutôt légère et sans puissance, à une voiture qui est plutôt très lourde, avec des pneus beaucoup plus larges, donc beaucoup plus physiques. Et d'ailleurs, depuis mes tests à Abu Dhabi, j'ai pris plus de 6 kilos. Donc il faut que je m'arrête maintenant parce que l'objectif n'était pas de prendre non plus 10 kilos. Les objectifs pour cette saison, c'est marrant parce qu'on a eu Théo Pourchère il n'y a pas longtemps dans une émission qui nous disait
le but c'est pas forcément d'être champion du monde, enfin de gagner le titre forcément, ça serait un but ultime, mais ça va être surtout de marquer une progression. Est-ce que c'est la même chose pour toi en Eurocup cette année, c'est-à-dire de commencer, de comprendre la voiture et à la fin de jouer avec les meilleurs? Exactement. Alors la progression c'est l'étape la plus importante pour ma saison. On ne me demande pas de gagner la première course, loin de là. Bon, si je le fais, ça marquera les esprits et je pense que c'est important. Mais voilà, faut pas non plus se retourner la tête si à la première course on n'est pas tout de suite sur le podium ou si on gagne pas tout de suite la première course. Voilà, je serai le plus jeune et je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de viser l'évolution sur toute l'année, de remporter des courses et le championnat rookie en fin de saison. Et la première course, on rappelle pour tous ceux qui nous regardent et qui vont suivre du coup ta saison. Rendez-vous le 17 avril à Monza pour la première course de l'Eurocup. Monza, tu commences d'entrer dans le dur là. Ah là on commence direct sur une piste plus que mythique, donc j'ai déjà pu faire des essais là-bas. Quand on doit freiner au panneau 100 mètres en arrivant à plus de 250 au premier tour, ça réveille, c'est plutôt impressionnant. Mais ouais, c'est une super piste, il y aura de super dépassements, un super spectacle, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Monza, forcément annulé, chers amis. On avait dit qu'on ne parlerait pas de coronavirus dans cette émission. Malheureusement, on est rattrapé par les faits. Bien sûr, cette première manche de l'Eurocup a été reportée. D'ailleurs, petite info, et promis on arrête d'en parler, mais actuellement la Renault Sport Academy était en stage, je crois, du côté de Tenerife en Espagne et a été mis sous quarantaine. C'est ça, ouais, dans un hôtel. Ils sont restés un peu cloîtrés, voilà. Donc les petites vannes qui vont bien par Instagram, ce genre de choses. Voilà. Normal, on va dire. Mais, voilà. Mais maintenant, je crois que ça va mieux. Je crois qu'ils sont en train de sortir de tout ça. Il n'y a pas eu de cas avérés, donc tout va bien. On suivra bien sûr la saison de ces jeunes Français. On monte une dernière fois bien sûr le tableau. On suivra Adrien David de la Renault Sport Academy. Et puis ces 4 garçons-là font partie de l'équipe de France FFSA. Il fallait quand même le souligner. L'année de la rédemption peut-être pour Victor Martins. L'année de la confirmation pour Théo Pourchère. Une année on ne sait pas trop comment pour Giuliano Alesi. Et une année on espère grande pour Adrien David. Allez les amis, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure bien sûr de faire le quiz. Les amis, j'ai perdu mes fiches, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tout de suite la première question de ce quiz. J'ai pas l'ordi là qui est là, j'ai complètement oublié. Aidez-moi bien sûr en régie, à l'aide. Ah voilà, c'est ça, c'est la petite déclaration du pilote mystère. Je la lis et vous répondez. Qui a dit ça? Aujourd'hui, les top teams m'ont complètement oublié, je n'ai de contact avec aucun d'entre eux, ils ne me considèrent plus du tout. Pourtant, en 2020, je préférerais être transféré dans une grande équipe pour connaître la victoire. Magnussen. Will. Ah ouais, bien joué. Bravo. Ah ouais, bravo. C'est bossé. Heureusement que t'as pas Hamza avec toi. Un point pour notre ami, Brice Germain. Il a vraiment envie de partir de As. Il a vraiment envie de partir. Mais peut-être de la Formule 1 du coup, je ne sais pas, on verra. La chose suivante, c'est un classement. Vous allez le voir. C'est le classement des plus gros salaires, bien sûr, en Formule 1. Concentrez-vous. J'ai pas étudié hier. Tenez, stylo. J'en ai que 2 par contre. Alors par contre les ouvriers qui viennent sans leurs outils, les amis, c'est incroyable. Là très clairement, je ne peux rien faire pour vous. Sinon on peut faire un. Ce qu'on fait, c'est que vous allez travailler tous les deux. Lui va travailler seul, mais s'il marque des points, ça sera double. Allez. Ah ouais, d'accord, carrément. Ouais, mais là, vous avez oublié votre stylo. C'est chacun son tour ou faut le noter dès que vous l'avez, c'est comme un baccalauréat. Je peux le faire tout seul. Oui, il peut le faire. Sans utiliser Internet, bien évidemment. De toute façon, pas les moyens d'avoir Internet. Donc je vous rappelle, dès qu'il y en a un qui a la liste, l'ordre de la liste, bien sûr, c'est les 7 salaires les plus importants de cette saison 2020. Le premier qui a la liste, il dit top, il dit bac, il dit pistonné, il dit je sais pas ce que vous voulez. C'est bon, il va faire avec la tablette. Merci beaucoup, mon cher Tom Tiravino. Dès que vous avez terminé, j'en sais rien. Écoute, j'ai quelque chose. T'as quelque chose? Allez, j'aime ça. Il va y aller tout de suite. Mais je suis pas sûr. On y va. Alors, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Valtteri Bottas. Non. Moi, je dirais à 9 millions, je pense que c'est Charles Leclerc, non? Charles Leclerc. Je l'ai vu juste derrière. Charles Leclerc, Bottas, il doit être à 4 millions, je pense. Non, attends. Non, je pense que c'est Sergio Perez en 6. Ah ouais. Moi, j'ai. Faux. C'est Bottas le 6. Bottas. 7,5, c'est Bottas. 7,5 millions. Bottas. Ouais. Bottas. Et tu termines le dernier? Et j'ai mis Ocon. Non. Non. C'est un. Sainz. Non, un mec qui prenait un bon salaire. Raikkonen. Merci. Bravo. C'est un point.
il était tout seul. Non, bien vu, Vous bien l'avez vu. aidé un petit peu, mais c'est un point. Hamilton, Vettel, Ricciardo, Verstappen, Leclerc, Bottas et Raikkonen. Voilà un petit peu. Encore une fois, pour, le karma, tout puisque ça. j'ai dit, j'ai étudié les salaires hier. Exactement, C'est voilà, magnifique. exactement. Deux fois, hein. Ouais. C'est magnifique. Le fameux j'arrête, l'auteur de Gilles Villeneuve, champion du monde, un livre bien sûr à découvrir dans les Et bonnes, de devenir. dans les bonnes librairies et écrit bien sûr par notre ami Alex Caldi. 2.200 en faveur de Brice Germain. Vous connaissez le fameux qui suis-je? Ah, Ah, déjà. Eh bien là en fait, ça sera un qui suis-je, mais on ne va pas chercher un pilote, on ne va pas chercher une écurie, on va chercher à chaque fois un virage. Eh oui, je vous ai soigné. Vous allez voir, c'est plutôt- Alors là- on va commencer de manière plutôt facile. Première Ouais, question, les noms des premier qui virages, suis-je autour de cette question. Le virage le plus long de 2020. L'épingle c'est du Loves l'épingle, à oui. Monaco. Loves Oui. Ouais, Ou bah, de c'est la- l'hôtel, alors je sais plus comment il Grand s'appelle. Hôtel. Les Oui, Spélugues, les Grand Barbara, Hôtel, voilà. oui. Bon, Grand Loves. Hôtel, allez. Anciennement le Loves. 2-1-0. Pardon. Voilà. Je sais plus excuse-moi. le Loves, maintenant Ah non, c'est un mais oui, autre mais il hôtel. faut appeler un oui, chat un mais- chat. eh, Attends. Bravo. Cette émission s'appelle pas Ouais, moi, Automoto. Elle s'appelle les pistolets. Voilà. C'est comme ça. Deuxième question, deuxième virage. Facile. Le virage le plus rapide. Le virage à plus fort le dénivelé. rouge. Ah, le banking. Il est là. Ah, Le rouge. Ah, alors c'est Rédillon Oui, actuel. c'est Rédillon de rouge. C'est vrai, c'est bon, c'est vrai, ouais. il a raison. Là, je te retire un demi-point. allez. Ah, bien. On va J'aime rentrer cette dans du un mentalité. peu plus difficile. Troisième question. La chicane la plus connue de F1. Ah, Il y a un jeu de sémantique. La chicane la plus connue de F1. plus connu de La plus connue. C'est-à-dire celle qui a fait le plus de dégâts. la La chicane plus Casio connue. à Masuka, Non, non, la plus connue. La plus connue, merde. La plus connue. Chicane du C'est port. genre, tu dis. la piscine. Non, Non. La La chicane, chicane son la nom, plus ça parle à n'importe qui, même à des gens qui ne parlent pas de F1. La Spa, Italie. Italie. C'est une chicane un peu rapide. C'est pas une chicane. Ah, c'est pas une chicane. Ascari. Non, C'est une chicane. Ouais. Ah putain, j'en sais rien. il est mort. Ah, il est mort. Ouais. Ah, les le restes reste c'est là. de Ah, c'est bon, Oh. ouais, sur le fil. Hein. Sur le fil. 3-1-1. Ah ouais, le dis donc, S de Sénat. alors bien sûr. l'enchaînement, les gars. Oh, mais c'est de la C'est la sémantique, chicane on bien rigole. rapide quand même. Hein. Allez, là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Cette question, la quatrième et avant-dernière. Vous connaissez tous la parabolica. Qu'est-ce que la diabolicale? Diabolical. Et petite précision, on ne retrouvera pas la diabolicale Cette dans année. cette saison 2020. Ah, C'est pas la important dernière de vous courbe dire. d'Hockenheim. C'est pas la dernière courbe de Koenig. c'est la Malaisie. Ce n'est pas la Malaisie. C'est le banking du Grand Prix de Chine. Non, c'est pas le banking du Grand Prix de Chine. Ah, C'est un circuit qui a disparu, Diabolical. qui était un C'est- très très beau circuit. C'est pas le triple gauche de Turquie. Si, c'est bien lui. Ah, il était magnifique. Oh, il est bon. Bravo, bravo, bravo. Oh, il est bon. Mais il n'y a pas de nom. Enfin, ah si là. C'est le- C'était le virage virage 8 d'Istanbul qui était surnommé la diabolicale. Voilà. D'accord. Bravo, Belle photo Ouais, Google Maps. hein. magnifique. Une dernière question. Ah. Allez, Brice a gagné, Ouais. mais on va quand même Ah, se faire plaisir pour l'honneur. Super. Pourquoi, et là je veux l'histoire, pourquoi le virage 13 du circuit de Montréal a Ouais, été rebaptisé ouais, en Roller Champions? Ouais, Monsieur Pierrot. Alors, eh bien, c'est très simple puisque 3 champions du monde sont rentrés dans ce virage-là pendant la course. Qui était-il Pendant le Damon Hill, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher. Putain, mais il les a donnés dans l'ordre. Ouais. Ça, c'est balèze. Et voilà, Eh bien, ça et vaut 6 voilà, points. et Et voilà. c'est Pierrot qui gagne Et ce quiz. voilà. Non, je rigole. Mais si, C'est Brice. Bravo. Ça a été bien sur la Ah fin, là là. bravo. Brice, premier vainqueur d'un quiz. Ça commence bien. Juste avant de terminer, oula, on est un petit peu à la bourre. Vos pronostics, tiens, pour le Grand Prix d'Australie. On sait que Alex, ici présent, jouera les points Ah oui, de c'est vrai, Hamza. attends. Hamza qui nous regarde depuis l'Argentine et qui croise les doigts. Bien évidemment, c'est Alex qui va commencer. Je plains. C'est Alex qui va commencer. Il me faut, allez, la pole et le vainqueur. Pas de bonus dans ce début de saison. Paul, je pense que ce serait une Mercedes. Je mise aussi sur Valtteri Bottas. Et pour une victoire, je pense à une Red Bull. Et je pense que ce sera Alexander Albon. Alexander Albon. Ouh là là. Excuse-moi, là, j'ai besoin de m'en remettre. C'est pas ses points. Pas du tout les points, Il c'est en pas a, le lui. Alors, tu sais quoi? Alors, pole position de Max Verstappen, Ouais. victoire de Lewis Hamilton et petit bonus, podium de Lance Stroll. Tu l'as Paul- annoncé depuis une semaine. Bah ouais, c'est- Paul, Ça meilleur. vaudra 2 points, je te le dis. hein, Ah, si bah, ça bien passe. sûr que ça vaut 2 Paul Victor, un meilleur tour de Valtteri Bottas. D'accord. Ok, très bien. Valtteri Bon, bah, voilà. Bottas, la grosse cote bien sûr du côté de l'Australie. Chers amis, merci d'avoir suivi cette grande preview de cette saison 2020 sur les pistonnés. Rendez-vous mercredi prochain pour débriefer le Grand Prix d'Australie. N'oubliez pas le réveil, il va falloir se lever tôt pour voir de la Formule 1 ce week-end, mais on a attendu ça depuis 4 mois. Ouais. Alors on n'est plus à ça près, très clairement. Restez fidèles à First Team Sport, on se retrouve mercredi prochain. Salut, bye bye. Bye.